toi. Oui, bonjour Yannick. Bonjour. Mais là, nous allons médiatiser ta plateforme. Hein. Nous allons la monopoliser. Mais maintenant, aujourd'hui, on touche les Africains d'Europe. La diaspora. Diaspora. Est-ce qu'on pourra un jour renverser les choses? Bien sûr. Puisque au jour d'aujourd'hui, l'émergence de l'Afrique passera forcément par la diaspora. Hein. Je veux dire, par la diaspora que nous sommes, que nos enfants sont. Je pense que quelque part, c'est eux qui feront la différence. Nous leur montrerons la voie et nous leur inculquerons cette culture africaine-là. Et c'est à partir de ce moment que les choses bougeront vraiment. Il faudrait que ces enfants-là s'imprègnent aussi de leur culture. Alors s'imprégner de leur culture de quelle façon? Je veux dire, par cette éducation africaine que nous, les parents, nous devons leur donner au quotidien. Et aussi par ces voyages en Afrique, qui sont souvent quand même assez révélateurs. Parce qu'il est très très important d'aller chercher ses racines parfois très loin. Voilà, d'aller s'imprégner justement des réalités locales. Donc ces jeunes-là, avec leur double culture, je pense quand même qu'ils nous feront énormément du bien, ils feront énormément du bien. Mais la génération de 1960, 60-70, ils étaient aussi ici en Europe. Je pourrais citer les Senghor et les autres. Ils étaient en Europe, ils ont apporté un peu quelque chose. La génération 80, c'est un peu catastrophe. Ils n'ont rien fait par rapport à l'Afrique. Mais la génération 2000, nous c'est aussi 2022. Parce que nous, demain, on pourra apporter un grand changement à l'Afrique, faire bouger les choses. Bien sûr. C'est possible, mais comment? Expliquez-vous. Moi, j'ai mon petit point de vue et ça sera un point de vue assez dur. Hein. Vous avez notamment parlé de la génération de Senghor. Voilà, donc nous parlons bien de Paul Senghor, le Sénégalais. Je pense que c'est eux qui avaient créé, c'est pas que je pense, ils avaient créé la négritude à l'époque avec Aimé Césaire. Pour moi, leur impact, je trouve qu'il a été assez faible. Il a été assez faible, je m'explique. Nous parlons de l'époque où nous sortons de la colonisation. Et j'estime que ceux-là ne nous ont pas assez représentés. Ils n'ont pas assez représenté l'Afrique en elle-même, parce que je trouve qu'il y avait quand même une forte influence de la part du colonisateur sur ceux-là même qui devaient nous représenter. Donc c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que bon, nous avons reçu soi-disant des indépendances qui n'en étaient pas du tout. La preuve, vous allez voir, la plupart de ceux qui étaient revenus diriger ces jeunes pays étaient des anciens hommes politiques français. Alors je parle notamment de père son âme Houphouët-Boigny, pour lequel je n'ai pas beaucoup d'estime personnellement, parce que j'estime qu'il a été celui-là même. Il a été l'un des principaux fossoyeurs du continent, parce qu'il a continué à cultiver justement cette culture du colonisateur. Donc il a continué à travailler pour ces institutions-là, parce que nous n'oublions pas, paix à son âme, le vieux, comme on l'appelait, était un ancien ministre français. Alors là, vous allez voir, la plupart de ceux qui ont pris le pouvoir, c'était des anciens de Saint-Cyr qui ont fait l'école militaire française et autres et tout. C'est eux, c'est ceux-là même qui venaient diriger notre continent. Raison pour laquelle ceux-là, comme les Lumumba, on ne pouvait pas du tout les aimer. On ne pouvait pas aimer les Lumumba. Parce que les Lumumba, justement, avaient déjà cette culture-là, parce qu'eux aussi, ils ont côtoyé, justement, beaucoup d'hommes politiques occidentaux à l'époque, dans les universités européennes. Donc, ils savaient exactement de quoi il s'agissait. Donc, ceux-là, quand ils rentraient, ils avaient vraiment cette envie de changer les choses. Mais face à eux, il y avait cette autre frange-là, dont je vous parle, Houphouët-Boigny et les autres et tout, qui avaient pris le pouvoir. Amadou Ahidjo au Cameroun, par exemple, et tout. Olympio au Togo, ils sont tellement nombreux. Vous n'avez que des Sékou Touré, justement, qui avaient compris que les indépendances n'étaient que des leurs à l'époque. Il n'y avait pas d'indépendance. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas connu d'indépendance.
Donc ceux-là, je pense qu'ils n'ont rien apporté au continent, mais tout au contraire. Quand Sarkozy débat en Afrique, il dit que l'Afrique a raté son entrée dans l'histoire. Là, nous parlons bien de Nicolas Sarkozy, un personnage haut en couleur qui fait tout pour se faire remarquer. Il n'a pas dit tout politiquement parlant. C'est que les Blancs pensent tout bas. Il l'a dit justement parce que justement c'est assez simple. Hein. Moi je dis souvent, je l'explique à tout le monde. Alors le noir, on doit faire comprendre à l'homme noir, l'homme africain en l'occurrence, que dans l'histoire, il n'a pas sa place. Ce qui est totalement faux. Nos anthropologues, comme Cheikh Anta Diop, nous ont prouvé justement le contraire. En refaisant l'histoire du pays égyptien. Donc, les écritures le prouvent. L'homme noir était déjà entré dans l'histoire bien avant tous les autres. Alors, quand Sarkozy le dit, moi, ça me donne envie de rire. Parce que je suis désolé. Les Européens sont les derniers, justement, le dernier peuple à avoir été civilisé. Et justement, là, on peut repartir même à l'époque des Vikings et autres et tout. On peut refaire l'histoire. L'homme noir, l'Afrique était déjà développée d'une façon ou d'une autre. Donc, nous comprenons juste qu'il y a une réelle volonté de rabaisser, de dénigrer l'homme noir. Parce que justement, ils savent de quoi nous sommes capables. Que ce soit intellectuellement, que ce soit physiquement et autres. Nous avons énormément de capacités et nous avons un continent riche. Quand je parle de richesses, ce ne sont pas que des richesses du sous-sol. Je parle même de la richesse intellectuelle en soi-même. C'est de ça qu'il est question. Donc, alors, me parlant de Nicolas Sarkozy, je suis désolé, mais pour moi, à mon humble avis, il ne représente aucunement une référence. L'Europe, c'est un paradis. On voit des milliers de jeunes qui quittent l'Afrique, qui prennent la mer pour arriver ici. Eldorado. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Eldorado. Oh là là. Honnêtement, moi, mon message, il est assez simple. Jeunes Africains, restez chez vous. Battez-vous. Armez-vous intellectuellement. Battez-vous pour vos droits, pour votre véritable liberté et pour vos véritables indépendances qui arriveront. L'Europe n'est pas un paradis. L'Europe n'est pas et ne sera jamais un Eldorado. La preuve, si c'était un Eldorado, vous ne verrez pas tous ces Occidentaux chez nous, justement, à piller justement nos ressources naturelles. Parce que ça continue, ça ne s'arrête pas. Alors, quand vous voyez même dans nos pays africains, il y a des guerres ici et là, mais posez-vous la question, ce sont toujours des guerres stratégiques. C'est parce que quelque part, il y a un intérêt. Et l'intérêt, généralement, il vient du sous-sol. Ou alors, quand ils se battront dans certains pays africains, c'est parce que peut-être militairement ou stratégiquement, dans une stratégie géopolitique et tout, il faut gagner certains territoires. Mais sinon, généralement, c'est toujours l'argent qui est le nerf de la guerre. Donc alors, un Eldorado, je suis désolé, le véritable Eldorado, c'est chez nous. Parce que c'est chez nous qu'on pille, hein, justement pour aller enrichir ailleurs. Donc, moi, ma réponse, elle est toute simple. Hein, donc, c'est celle-là. C'est pas un Eldorado. Quelqu'un m'a dit de poser la question à Yannick, pourquoi nous, Africains, on construit des maisons en Afrique comme en Europe, dans nos villages comme en Europe, et ça ne marche pas souvent. Pourquoi ne pas construire nos propres modèles? On a beaucoup d'intellectuels. Imaginez un peu des modèles... Là, nous parlons d'architecture toute simple. Oui. Non, mais c'est ce que je dis, et je le redis à chaque fois, qu'il y a eu cette forte influence du colonisateur. Le colonisateur, autant pour moi. Désolé, j'ai perdu un peu mon latin. Le colonisateur, en arrivant chez nous, vous allez voir qu'au niveau de l'architecture, alors, la plupart des bâtiments administratifs qu'ils construisaient étaient identiques à ceux qu'on trouvait chez eux. Donc en fait, ils s'installaient chez nous, comme chez eux. Donc il y a eu cette empreinte qui est restée et qui a marqué l'esprit, enfin, de nos premiers architectes. Donc c'est tout à fait normal qu'au jour d'aujourd'hui, que le modèle suivi soit toujours celui du colonisateur. Donc nous espérons, parce que ce qui est sûr et certain, nous avons quand même une nouvelle génération d'architectes qui ont une autre vision. Alors quand je parle d'autre vision, je parle d'une vision panafricaniste.
parce que moi je suis un panafricaniste qui s'assume. Je veux dire, j'ai beaucoup d'amour pour mon continent et je sais que nous avons un continent à fort potentiel et personnellement j'y crois. Je sais que d'ici là, l'horizon changera, on arrivera aussi chez nous, comme chez vous, chez nous à Yaoundé ou bien chez vous à Kinshasa, la capitale où on verra une nouvelle architecture beaucoup plus africaine. Voilà. Merci beaucoup Yannick, merci. Je t'en prie mon vieux, c'est toujours un plaisir d'échanger sur cette plateforme. Donc, merci.